C'est parti pour une journée pleine d'énergie et de bonne humeur. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct pour vous apporter les informations fraîches, les actualités brûlantes et les moments de détente qui vous font vibrer. De la politique à la culture, en passant bien entendu par la santé et l'éducation aux médias, les faits divers et les tendances. Nous allons vous donner les clés pour comprendre le monde qui vous entoure. Alors réveillez-vous, étirez-vous un tout petit peu, rejoignez-nous pour une matinale qui va vous donner des ailes. Bienvenue donc sur Bonjour le Bénin, votre rendez-vous quotidien pour commencer la journée du bon pied. Bonjour Génial. Bonjour Rachida. On démarre avec un peu de retard quand même ce matin. Oui, malheureusement. Quelques petits soucis, voilà, mais bon, ça va le faire. Hein. Oui, on va rattraper ça, ils vont aimer comme d'habitude. Exactement, ce sont les aléas du direct. Tout de même, on présente toutes nos excuses aux téléspectateurs. Alors aujourd'hui, on parle de quoi dans Bonjour le Bénin? Ce matin, on plonge dans le Bénin, berceau de l'art et de la culture, le Bénin, terre de créativité et d'innovation, où la sculpture et la peinture se rencontrent pour donner vie à des œuvres d'art uniques. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte d'une galerie d'art qui expose ces objets innovants dont la création repousse les frontières de l'art, de la sculpture traditionnelle à la peinture contemporaine. Nous allons explorer les différentes facettes de l'art béninois et les talents qui le portent haut. Génial Afouda Monsi Aboka nous y conduira avec comme guide Sébastien Boko, peintre sculpteur. On parlera aussi de ce sommet Climate Change dont les rideaux sont tombés les 27 et 28 octobre 2025. Cotonou a accueilli la 6e édition de cette rencontre organisée par l'association Climate Change et la ville de Cotonou. Pendant 2 jours intenses, Cotonou a réuni les plus grands acteurs du climat du continent pour réfléchir ensemble aux solutions africaines pour une transition énergétique juste, inclusive et adaptée aux réalités locales. Quelles sont les conclusions de ce sommet? Les retombées pour le Bénin? Franck Kenevo, le coordonnateur de l'organisation du sommet Climate Change Cotonou, nous éclaire dans un moment, en même temps qu'il nous aidera à faire une sorte de bilan de la 9e législature, alors que s'ouvre demain la 2e session ordinaire 2025, celle dite budgétaire. On s'interroge sur les moments forts de cette mandature, ce qu'il faut retenir de la gestion de Louis Béounou Vlavonou, à suivre absolument juste après le bulletin d'information. On y va tout de suite, trêve de bavardage, bulletin d'info. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est un centre de référence au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Il répond aux besoins médicaux complexes. Le centre hospitalier international de Calavi-Chic est un hôpital qui s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement d'améliorer et de promouvoir la santé de la population tout en modernisant le système sanitaire. Je vous invite ici à suivre la directrice générale du Chic. Elle est au micro de Patrick Benouf et Ariane Da Silva. Le Chic est un hôpital de recours, donc au sommet de la pyramide sanitaire béninoise. Il a pour mission notamment de diminuer fortement les évacuations sanitaires donc, en dehors du Bénin. Il dispose de 434 lits et places, d'un plateau technique de haut niveau, notamment en imagerie, en radiothérapie, en médecine nucléaire. Bien évidemment, il dispose aussi d'un bloc opératoire de 9 salles. Il propose des soins très spécialisés, notamment donc en cancérologie, en cardiologie, mais également en chirurgie lourde, comme la chirurgie thoracique, la neurochirurgie. On propose à chaque patient un questionnaire de satisfaction. Ces questionnaires sont analysés au fil de l'eau par la direction qualité et chaque semaine avec l'ensemble des personnels des services ouverts. Donc les retours sont très positifs. Donc on a aussi quelques remarques dont évidemment on tient compte au quotidien, mais ils sont très positifs. Donc en général, les patients louent la qualité de l'infrastructure, la qualité de l'accueil, le professionnalisme des personnels. Ils notent aussi en général la qualité des parcours, notamment celui du check-up center, notre centre de bilan de santé, et le fait que les résultats d'examen sont en général rendus dans la journée, notamment en imagerie, mais également en biologie, quand c'est possible.
Ils sont les heureux bénéficiaires du programme dit des 1000 premiers jours. Eux, ce sont les enfants, les femmes enceintes, mais aussi les mères allaitantes. Rencontrés à Sinandé, Malanville et Gorgounou, eh bien, ils sont les bénéficiaires de la phase pilote de ce programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours des enfants. Et pour en examiner l'impact, eh bien, les dirigeants de l'Agence nationale de la nutrition sont allés à la rencontre des bénéficiaires. Blaise Adam pour Edmond. Dans les communes de Sinandé, Malanville et Gorgounou, la mise en œuvre du programme des 1000 premiers jours se poursuit. Les équipes de l'ANAN, du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales se sont déplacées pour évaluer la situation sur le terrain et dialoguer directement avec les bénéficiaires. Moi, j'ai accouché. Après l'accouchement, c'est à partir de ce temps, ils ont commencé par distribuer le complément. Mais c'est très bon. Parce qu'on nous a donné, mon enfant n'atteint pas pour le moment 6 mois. C'est à moi qui prenne et l'enfant en tétant, elle reçoit les vitamines. Les suppléments contiennent des vitamines et minéraux essentiels pour le développement des nourrissons et la santé des mères. Donc se concentrer a pour objectif de compléter les repas des enfants. C'est par rapport à la régularité de la prise des suppléments. C'est à l'aune de cette régularité-là que nous aurons l'efficacité du produit. La mission conjointe a également évalué les données et statistiques depuis août 2025 et identifié certains défis logistiques et d'adhésion. Dans ces centres de santé, les 1000 premiers jours sont protégés, surveillés et soutenus. Grâce à cette initiative, chaque enfant bénéficie d'un départ de vie plus sain et les mères sont accompagnées dans leur rôle vital pour l'avenir de leur famille. Marquons un arrêt sur les droits des filles dans l'Ouémé à l'occasion de la célébration en différé de la 14e journée internationale y dédiée. Porto Novo a accueilli une rencontre au lycée Tofa 1er. À l'occasion, élèves et filles leaders sont identifiés et sensibilisés à la protection des droits de leur alter ego. Yves-Patrick Loco et Calvado Aron. La sensibilisation des filles à l'importance de l'éducation, de la santé et de la protection de leurs droits est au cœur de l'organisation d'une conférence au lycée Tofa 1er dans la ville capitale. Une communication sur le thème « Mettre fin au mariage des enfants » a notamment été présentée. Le mariage précoce prive des millions de filles de leur droit à l'éducation, à la santé, à une enfance sereine. Il brise des rêves, limite les ambitions et perpétue un cycle de pauvreté et de dépendance. Ce combat n'est pas seulement celui des filles, c'est un combat pour toute la société. Comparativement aux indicateurs des années antérieures où on avait enregistré jusqu'à 297 cas de grossesse en 2022, je note avec un grand espoir la régression substantielle de ce phénomène dans notre département. Des actions sont menées dans le cadre de la promotion des droits des filles. Elles sont variées et tendent toutes à l'essor de la gente féminine dès le bas âge. J'ai retenu que nous, jeunes filles, nous sommes les leaders de demain. Donc nous devons accompagner les jeunes. L'initiative d'une journée internationale de la fille, c'est entre autres d'encourager les autorités locales et nationales à investir davantage dans les politiques favorables aux filles, de promouvoir le leadership féminin dès le plus jeune âge. Clap de fin pour la 6e édition de la foire interdépartementale du consommation local du Borgou et de l'Alibori. Et vous allez le voir dans cet élément, les exposants venus des contrées des 2 départements sont ravis d'avoir fait de bonnes affaires. C'est un pari gagné pour la direction départementale de l'industrie et du commerce Borgou-Alibori. La foire interdépartementale du consommation local a pris fin sur une note de satisfaction des forains. Vraiment, pendant les 7 jours, les gens sont venus. Il y a d'autres qui ont pris des articles, il y a d'autres qui promettent revenir. Nous avons eu des échanges avec tous ces clients-là. Vraiment, c'était un bon moment que nous avons passé ici. Nous avons reçu beaucoup de témoignages des visiteurs
qui ont apprécié le savoir-faire de nos entreprises. Nous avons apprécié également les différentes innovations dans la conception, la présentation des produits que nous avons vus à travers les différents stands cette année. Le programme Force, formation professionnelle et renforcement des capacités pour l'emploi financé par Suisse Contact promet avec ses partenaires continuer par soutenir cette belle initiative qui promeut les entreprises locales. Nous saluons particulièrement la vision du gouvernement béninois qui, à travers la promotion du consommation local, encourage une transformation structurelle de l'économie et la valorisation des produits made in Bénin. C'est le lieu d'inviter les populations du Borgou et de la Liborie et du Bénin tout entier à toujours accompagner cette dynamique en intégrant dans leurs habitudes quotidiennes la consommation des produits locaux. La 6e édition de la foire interdépartementale du consommant local a mobilisé 130 entreprises réparties dans 80 stands autour du thème « Investir dans l'agro-business ». Allez, on parle politique dans ce bulletin, encore du soutien pour le duo Wadain-Talata présidentiel 2026 dans le département du Plateau. Le creuset socio-professionnel dénommé Association moderne des produits pétroliers de Kétou a exprimé son adhésion à ce choix. C'était ce week-end dans la ville de Kétou. Vitis Aoré, Michel Aigui. Les membres de l'association moderne des produits pétroliers de Kétou, fiers de la désignation du duo candidat de la mouvance à la présidentielle d'avril 2026. À travers ce rassemblement, ils marquent leur adhésion au choix fait par les formations politiques de la mouvance. Pour eux, ce choix n'est pas anodin. Il traduit une confiance, une vision, mais aussi une exigence, celle de poursuivre l'œuvre de transformation, de bonne gouvernance et de prospérité engagée ces dernières années. Ce choix incarne l'espérance du peuple qui aspire à la stabilité, à la justice sociale et au progrès économique. L'Association moderne des produits pétroliers de Kétou, AMPPK, appelle les autres catégories socio-professionnelles et les forces vives de la commune à la mobilisation autour de Romuald Wadayi. Nous sommes très contents, très contents, pour le soutenir. Raison pour laquelle nous avons fait cette sortie aujourd'hui, pour se mobiliser avec ça, pour que les gens comprennent que c'est le bon choix que nous avons effectué. Cette sortie de l'association moderne des produits pétroliers de Kétou est aussi l'occasion de sensibiliser à la préservation de la paix et la cohésion sociale, des valeurs que prône l'association. Ils travaillent au quotidien à l'ombre des grandes reconnaissances publiques, mais sont rarement mis à l'honneur quand leurs élèves sont célébrés pour les brillants résultats obtenus. Mais la direction départementale des enseignements maternels et primaires de la Liborie et l'UNICEF change la donne. Ensemble, ils ont distingué les meilleurs directeurs d'école, leur prouesse, plus de 80% de réussite au CEP. Nestor Sela, Judika Elaïna. Reconnaître le mérite et encourager l'excellence dans le secteur de l'éducation, c'est tout le sens de la cérémonie de distinction de 40 meilleurs directeurs d'école de la Liborie. Aujourd'hui, à travers cette distinction, nous saluons vos travaux, vos interventions et vos actions dans le département en faveur de l'éducation, dans le but d'encourager les enseignants de la Liborie qui, malgré les conditions sécuritaires et climatiques, font l'effort de donner le meilleur d'eux-mêmes sans désemparer. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires qui interviennent dans le département de la Liborie et dans le cadre donc de l'enseignement. Le représentant de l'UNICEF, les parents d'élèves sont aussi à remercier, mais surtout à leur niveau, c'est de les exhorter à plus de détermination. Aujourd'hui, dans la Liborie, toutes les écoles bénéficient de cantines scolaires. Les récipiendaires repartent avec des attestations de mérite, des kits pédagogiques, un globe terrestre, plus des tablettes aux 6 directeurs qui ont réalisé 100% au cours des 3 dernières années consécutives.
nous vous réaffirmons notre engagement à poursuivre les efforts pour offrir une éducation de qualité à nos enfants afin que chaque élève de notre département puisse relever son plein potentiel. Cette initiative vise à instaurer une saine émulation au sein du corps enseignant. Voilà, fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. À demain. Merci, génial. Merci, Agoka. Merci de l'avoir présenté. Non, mais je ne suis pas habituée. Les téléspectateurs ne sont pas du tout habitués à te laisser partir comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien demain. Et puis, je ne parle pas totalement. Tout à l'heure, tu restes juste à côté. On se retrouve. Allez, ça marche. Merci. Génial, Afouda Monsi, Agboka. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs. Vous suivez Bonjour le Bénin, votre matinale préférée. Merci de nous accompagner au quotidien. Tout de suite, allons sur Instant Politique. Sur Instant Politique du jour, nous recevons en direct depuis la France, monsieur Aristide Armand Adjibi. Il est expert en génie civil et leader politique au sein de la diaspora de la région Occitanie dans le sud de la France. Également président de la cellule Union progressiste Le Renouveau de la dite région. Avec lui, on parlera de l'actualité politique. Monsieur Aristide Armand Adjibi, bonjour. Monsieur Aristide Armand Adjibi, bonjour. Nous allons sans doute le retrouver dans un moment pour son regard croisé sur l'actualité nationale. Mais avant cela, on va parler du sommet Climate Change du 27 au 28 octobre. Cotonou a accueilli la 6e édition de ce sommet. Des acteurs non étatiques ont adopté la déclaration de Cotonou et des engagements ont été pris en faveur des énergies renouvelables. Outre une feuille de route pour faire de l'adaptation l'un des leviers face au changement climatique. Franck Kenevon est notre invité ce matin. Bonjour, monsieur Franck Kenevon. Bonjour à tout le Bénin. Bonjour, chers consoeurs. On parle donc ce matin de la politique climatique, on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Et vous êtes bien entendu le coordonnateur sommet Climate Change Cotonou 2025. Exactement. Nous avons eu un sommet qui a réuni plus de 1000 personnes, essentiellement les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les ONG, les universitaires et les chercheurs qui essayent d'aider les acteurs publics à mieux gérer les dérèglements climatiques, notamment en parlant d'atténuation et d'adaptation. Donc, ce sommet a permis aux collectivités territoriales de se repositionner en première ligne parce que, justement, si nous regardons les territoires, nous voyons bien que c'est au niveau des territoires que les conséquences des dérèglements climatiques s'observent vraiment. Donc, si nous prenons le cas de notre pays, le Bénin, nous voyons qu'il y a des inondations. À Cotonou, où on parle d'érosion côtière, on parle de pollution de mer, etc. Ces problèmes-là impactent les populations des territoires et donc interpellent les collectivités territoriales. Et Cotonou a été une rencontre exceptionnelle parce que on peut le dire aujourd'hui, l'orientation affichée en matière d'adaptation, c'est sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, non seulement en termes d'électricité, c'est-à-dire il faut rendre accessible non seulement la technologie, mais les énergies propres. Et nous voyons qu'il y a des défis à l'échelle du monde parce que ceux qui sont les plus pollueurs, c'est l'Occident, c'est le monde dit développé aujourd'hui, parce que tout a commencé avec la période d'industrialisation du monde. Avant la période pré-industrialisation, il n'y avait pas de réchauffement climatique, il n'y avait pas de problème au niveau du climat. Donc,
ce monde développé ne veut pas assumer ses responsabilités en contribuant au règlement de la situation dans les pays en développement. Nous, en Afrique, on n'aimait pas... Parce que ça ne les arrange pas. Non, ça ne sera plus le dépotoir. Ça les arrange parce que on a dit à ce sommet qu'il n'y a pas de frontières. Ils affichent une certaine indifférence. Oui, il y a une certaine indifférence parce qu'on doit mieux s'organiser. On doit mieux s'organiser pour être précis dans nos projets aussi. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, ce sommet a permis à tous ces acteurs, plus de 1000 personnes, de s'informer sur les enjeux climatiques, de s'informer sur comment l'Afrique, qui est la première victime, peut faire de ce défi-là une opportunité de développement durable, c'est-à-dire investir dans tout ce qui est énergie renouvelable, c'est créer des emplois sains, des emplois durables. Et donc, la feuille de route, la déclaration de Cotonou a mis l'accent sur la nécessité pour les pays dits développés de contribuer, même si ce n'est pas des financements directs, il faut quand même pouvoir garantir l'accès à des prêts conséquents pour que l'Afrique puisse mettre en place cette technologie pour que nous ayons de l'énergie renouvelable. On parle premièrement d'énergie renouvelable, mais on parle aussi d'énergie bois. Les bois énergie, c'est ça aussi qui détruit les forêts, parce que pour faire la cuisson à la maison, il y a beaucoup de personnes qui continuent d'utiliser les bois. Et il faut maintenant développer des stratégies que nous avons déjà expérimentées au Bénin. Au niveau de l'ANCB, par exemple, on a déjà installé des biodigesteurs dans des communes de Ségouanan, de Malanville, pour montrer que la récupération, et il y a un projet en cours actuellement avec l'Union européenne, le port de Cotonou et la Société de gestion des déchets et de la salubrité, qui permettra de former des jeunes qui vont pouvoir utiliser les déchets pour produire de l'énergie propre, notamment de biogaz et de compost. Donc, il y a les solutions existent, les solutions sont là. Il faut coordonner maintenant les politiques pour que, au niveau de l'État, beaucoup de personnes ne savent pas qu'au Bénin, il y a une exonération sur l'importation de ces produits qui entrent en ligne de compte dans la production de l'énergie renouvelable. Vous voyez? Donc, il y a des mécanismes qui existent. Il y a des partenaires au Bénin qui mettent des financements en place pour les entreprises pour leur permettre d'importer du matériel de qualité. Parce que l'autre problème aussi, c'est qu'il y a des citoyens qui achètent du matériel pour le solaire, mais ces équipements ne sont pas de bonne qualité. Donc, le gouvernement a mis en place des normes, des standards qu'il faut respecter pour que nous puissions avoir du matériel de qualité pour l'énergie solaire, par exemple. Mais il faut coordonner ça avec les collectivités territoriales pour que lorsque si vous prenez les plans de développement communal, il y a l'obligation que le gouvernement a mis en place d'intégrer la lutte contre les dérèglements climatiques dans ces plans de développement. Mais il faut aussi travailler avec ces collectivités territoriales en termes d'habitat. Au Bénin, nous savons bien que le béton ne nous arrange pas, parce que si vous construisez au Bénin en béton, vous êtes obligé de mettre la climatisation partout, alors qu'on a des matériaux locaux comme les latérites. Lorsque vous construisez en latérite, et cette technologie est en train d'être maîtrisée au Bénin aujourd'hui pour que nous ayons des habitats quand même, quand il fait chaud dehors, qu'il y ait une régulation thermique pour qu'il y ait un peu de fraîcheur, pour qu'on ne soit pas obligé de mettre des quantités de climatiseurs qui détruisent quand même l'environnement. Mais une dernière chose avant votre question, c'est de dire aussi que nous avons compris à ce sommet-là que lorsque vous mettez de bitume sur un territoire, l'environnement immédiat augmente de 4 degrés.
C'est-à-dire que lorsque vous posez des bitumes et que la terre disparaît au profit des bitumes, la température augmente dans l'environnement immédiat de 4 degrés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour non seulement éliminer les 4 degrés là, il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres. C'est pourquoi le projet asphaltage est combiné avec la plantation d'arbres. Lorsque le gouvernement aménage des routes aujourd'hui, on plante des arbres. Parfois même, on se rend compte que c'est des arbres qui ont déjà un certain âge, qui sont plantés justement pour compenser. Donc, il y a cette politique qui se mène au niveau du gouvernement, mais qu'on doit étendre aux collectivités territoriales. Et nous sommes à quelques jours de la COP 30. J'allais poser la question. Est-ce que ce sommet est préparatoire à la COP 30 qui se tient au Brésil? Exactement, à Belém. C'est-à-dire qu'il faut que l'Afrique parle d'une voix unique. Et Cotonou a été une sorte de pré-sommet pour la COP 30 au Brésil. C'est-à-dire que les collectivités territoriales africaines vont au Brésil avec une revendication claire et précise, favoriser le transfert de technologies pour les énergies renouvelables. L'Afrique, c'est de l'Afrique qu'on importe les matières premières pour faire les panneaux solaires, pour faire les batteries. Il y a beaucoup de lithium en Afrique, etc. Maintenant, il est temps que l'Occident aussi puisse faciliter ce transfert de technologies, que l'Afrique peut payer. Il y a le secteur privé africain qui peut contribuer. Il y a des prêts garantis qu'on peut faciliter pour les États et les collectivités territoriales. Donc, le sommet de Cotonou a fait faire aux collectivités territoriales un grand pas. Et je ne vais pas parler de ce sommet sans parler de la coalition des villes côtières de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, quand on parle de côtes, c'est une concentration d'infrastructures et de population à l'échelle mondiale. Quand vous prenez le Grand Nokoué, qui est essentiellement constitué de villes côtières, vous voyez que c'est quand même près de 2 millions de Béninois qui sont dans un périmètre réduit où il y a une concentration d'infrastructures, mais il y a aussi des défis qui sont liés à ces villes côtières en Afrique de l'Ouest. Et donc, le sommet de Cotonou a permis de mettre en place cette coalition des villes côtières d'Afrique de l'Ouest pour que les villes puissent se parler entre elles, pour que les villes puissent vraiment partager les bonnes pratiques, les bonnes expériences. Et c'est le maire de Cotonou qui a été élu pour assurer la présidence de cette coalition des villes côtières qui s'inscrit dans la coalition mondiale qui a été mise en place à Nice en juin dernier. Très bien. Alors, si on devait faire un petit récap en une minute, qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de ces assises? Il faut retenir que nous devons mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Nous devons développer des politiques qui facilitent la mise en place des technologies pour que l'énergie renouvelable soit l'élément phare de notre adaptation. À côté de l'énergie renouvelable, il faut transformer les énergies qu'on tire des bois pour aller à des biodigesteurs, biomasse, biogaz, pour que aujourd'hui nous puissions utiliser les dérèglements climatiques comme une opportunité de créer d'emplois durables, pour que la jeunesse béninoise puisse avoir de l'emploi, parce qu'il y a des ressources qui existent, il y a un encadrement mondial qui facilite l'accès à ces technologies. D'accord. Alors, c'est une sorte de résilience aussi, hein. Oui. Faire de ce qui est censé nous détruire une opportunité. On n'a pas besoin de faire le même parcours chaotique que l'Occident a eu à faire avant de se rendre compte que les centrales nucléaires étaient dévastatrices pour l'environnement. On n'a pas besoin de faire tout le parcours en énergie fossile de l'Occident. Aujourd'hui, nous savons que l'Afrique a un potentiel en énergie renouvelable et les États s'organisent
les pays s'organisent, mais il faut accélérer ce rythme-là pour que nos pays puissent investir massivement dans les énergies renouvelables. Une question pour finir, finalement, le changement climatique, une opportunité pour l'Afrique? Oui, c'est une opportunité parce que justement, nous sommes dans un contexte où il faut investir. En Occident, aujourd'hui, ils sont en train de renouveler les équipements pour faire la transition énergétique. Mais nous pouvons anticiper aujourd'hui et amorcer notre développement avec des énergies renouvelables, avec tout ce qui protège l'environnement, parce que la situation de l'environnement n'est pas facile si nous ne prenons pas les dispositions. Dans les années à venir, on sera obligé de faire plus d'investissements pour survivre. Or, si on anticipe aujourd'hui, on peut régler facilement ce défi-là. Merci Franck Kenevo, vous restez avec nous. On va prendre dans un moment la direction de l'Assemblée nationale pour faire une sorte de bilan de la 9e législature sous le leadership de Louis Gouéounou. Vlavonou, en attendant, nous prenons la direction de la France pour accueillir sur ce plateau M. Aristide Armand Hadjibi. Bonjour. Monsieur Hadjibi, bonjour. La liaison semble un peu difficile ce matin, mais nous allons y arriver. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Hadjibi? Avec lui, on devrait normalement opiner sur l'actualité politique qui est assez riche actuellement. Manifestement, tout n'est pas encore prêt. Alors, Franck Kenevo, revenons à nos moutons. Je parlais donc de la 9e législature. On en parle alors que la 2e session ordinaire s'ouvre demain. Vitaly Botton, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a dévoilé hier les projets et propositions de loi programmées pour cette 2e session ordinaire dite budgétaire. Alors, comment vous appréciez, Franck Kenevo, cette mandature sous le leadership de Louis Vlavonou? Non, je pense que c'est d'abord une mandature courte pour qu'on puisse rentrer dans la réforme constitutionnelle qui apporte les élections générales. Donc, c'est de 3 ans, alors que la réforme vise à faire des mandats de 5 ans au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'en 3 ans, les députés ont fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de certaines lois, mais je pense que ce qu'il faut saluer, c'est la méthode de travail. Il y a le Parlement qui a fait le choix dans sa majorité d'accompagner les réformes du gouvernement, et donc il y a eu beaucoup de travaux en symbiose avec le gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une célérité pour voter les lois. C'est-à-dire que les parlementaires ont beaucoup travaillé. En 3 ans, je crois qu'ils ont fait peut-être mieux que des législatures de 4 ans. Et il faut féliciter cela. Il y a aussi que notre Parlement se modernise. Il y a une diplomatie parlementaire qui est très dynamique, et moi je crois que c'est à l'actif du président de l'Assemblée nationale. Il y a maintenant une pratique qu'on observe, mais lorsque tout va bien, on oublie ce qui était de travers il y a quelques années, c'est que cette session budgétaire était vraiment un moment où il faut faire beaucoup de tractations, non pas sur le fond du budget, non pas sur les débats sur les orientations budgétaires, mais sur des à côté. Et aujourd'hui, nous avons un cadre sain pour le travail budgétaire. C'est-à-dire, il y a un débat si les parlementaires estiment qu'il faut améliorer un certain nombre d'éléments dans le budget, ils font des amendements, ils en parlent avec l'exécutif, le ministre d'État chargé des Finances, et ça se discute de manière technique et on améliore le budget, et le budget est voté à temps. Parce que lorsque le budget n'est pas voté, on est tenté par l'ordonnance,
on est tenté par les 12e provisoires, ce qui... On est tenté par un passage en force, on va dire. Exactement. Donc, ça commence par vicier un peu les débats. Or, aujourd'hui, le Parlement béninois fonctionne vraiment en symbiose et c'est là l'intérêt de donner une majorité au chef de l'État parce que nous sommes dans un régime parlementaire, c'est vrai, mais tout ce qui est vote de loi, c'est le Parlement. Tout ce qui est contrôle de l'action gouvernementale, c'est le Parlement. Et je pense que sur ce plan-là, le Parlement travaille bien. Et vous, Franck Kenevan, quelles sont les lois votées au Parlement qui vous ont personnellement marqué? Non, je pense d'abord au code électoral. Il y a eu une volonté, disons, d'améliorer la gestion politique au sommet de l'État. On a eu un premier code qui a été voté en 2019, mais dans la pratique, on s'est rendu compte qu'il faut améliorer ce code-là. Deuxième chose, c'est, disons, la loi sur les associations et les fondations. Je trouve, jusqu'à ce que cette loi soit votée, inacceptable que depuis 1960, on ne vote pas une loi pour organiser les acteurs de la société civile et que ce soit la loi de 1901, la loi française de 1901, qui soit appliquée dans notre pays. Aujourd'hui, il y a un cadre et surtout, le gouvernement a très vite pris les décrets d'application. Et donc aujourd'hui, on est en train d'aller vers un cadre sain pour l'activité des ONG, des associations et des fondations. Et ça, c'est très important parce que les associations, les ONG, les fondations accompagnent l'action publique du gouvernement. Et donc, il faut un cadre sain pour savoir quand est-ce que l'argent public peut aller vers ces associations. Pourquoi pas faire des appels à projets aussi pour que les associations puissent porter, disons, une part des rêves des citoyens qui ne se retrouvent pas dans l'action publique, dans le programme d'action du gouvernement. Et ça, c'est très important. On a toujours souhaité une loi sur la chefferie traditionnelle. C'est enfin arrivé. Et aujourd'hui, on va... enfin, je ne veux pas offenser les chefs traditionnels, mais il y avait quand même, entre guillemets, un laisser-aller dans cette matière. Et aujourd'hui, on a une loi sur la chefferie traditionnelle. On peut améliorer cette loi-là, mais c'est déjà important que cette loi existe. Et je pense que, véritablement, le Parlement béninois travaille. On a des institutions crédibles, des institutions qui ont montré leur capacité à contribuer au développement. Parce que le rôle du Parlement, c'est un rôle de développement. Le Parlement doit voter des lois pour faciliter notre vivre ensemble, pour faciliter le développement. Et c'est ce que le Parlement fait en accord avec le président de la République, qui est celui qui détient le pouvoir exécutif. Très bien. Alors, ça fait 7 ans déjà, 7 ans de gestion, 7 ans de gestion du Parlement sous Louis Gbeonou-Vlavonou. Comment appréciez-vous sa gestion du Parlement? D'abord, je pense qu'il a un leadership qui rassemble. Ensuite, il a mis en place quand même, il a réorganisé l'administration parlementaire. Il y a une cellule juridique qui est composée d'éminentes personnalités. Je connais quelques-unes de ces personnalités. Il y a, disons, au niveau de la communication, parce que justement, le rôle de l'Assemblée nationale aussi, lorsque les lois sont votées, lorsque les lois sont votées, il faut rendre compte aux populations. Il y a une reddition de comptes que chaque député fait, mais il y a une reddition de comptes qui incombe à l'Assemblée nationale, à l'institution parlementaire. Et aujourd'hui, je le dis, c'est vraiment mieux assumer cette reddition de comptes. Il y a un travail de communication que j'apprécie. Il y a la télé de l'hémicycle, Hémicycle TV, qui nous donne d'avoir beaucoup d'informations sur
ce qui se passe au niveau du Parlement. Et je pense aussi qu'il y a l'Institut du Parlement qui travaille aussi à préparer, c'est-à-dire quand il y a des lois qui ont d'impact sur la société de manière directe, s'il y a des lois techniques, s'il y a des thématiques qui doivent faire l'objet de lois, il y a des séminaires qui sont organisés. Et cet institut organise des séminaires pour préparer, disons, les députés à bien cerner les contours des lois qui arrivent à l'Assemblée nationale. Je pense que à la législature, une organisation de travail efficace et efficiente. Je pouvais dire plus si vous m'aviez informé qu'on allait parler de ça, mais je pense que on ne va pas oublier le nouveau siège qui est en construction. C'est vrai que c'est le gouvernement, mais c'est pour l'Assemblée. Et je suis allé à l'Assemblée la dernière fois où on m'a dit que le président régulièrement allait visiter ce chantier pour espérer que en janvier prochain, peut-être, on puisse l'inaugurer pour la 9e mandature. Mais je suis sûr que la 10e mandature va pouvoir prendre ses quartiers dans ce nouveau siège. Merci Franck Kenevo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur sommet Climate Change Cotonou 2025. Merci, oui. Politique, bien sûr. Ah oui, en tant que citoyen béninois, on a son opinion. Non. Non, pas du tout. Merci à vous. Merci d'être passé ce matin sur Bonjour. Le Bénin à présent, je vais retrouver les chroniqueurs de Bonjour le Bénin, événement à la une, c'est dans un moment avec Patrick Diossou avec lui, l'éphéméride du 30 octobre. On va parler également de la profession médecin qui est à l'honneur ce matin. Et évidemment, on va célébrer ensemble la vie. Vous comprendrez de quoi je parle. On se retrouve dans un moment. Ghislaine Adimi est déjà dans ce studio, peut-être avec la complicité de la réalisation. On va prendre une pause, le temps pour nous d'installer juste après nos différents débatteurs. Non, il n'y a pas de pause. Ghislaine Adimi, heureuse d'annoncer Patrick Diossou. Allez, rejoignez-moi très vite. Merci, France Kenevo. Franck Kenevo, excellent matin à vous. À vous aussi. Et à très vite sur Bonjour le Bénin. Allez, les chroniqueurs sont là déjà. Ghislaine, comment ça va ce matin? La pleine forme? Heureuse bonjour. Bonjour Rachida. Dans la fin de la semaine. Ah oui, c'est déjà fini. Hein. On va dire l'avant-dernière émission. Ouais. On va le dire comme ça, n'est-ce pas? Semaine, alors, sûr. Patrick Diossou, bonjour. Oui, ça va? Bonjour Rachida, bien maman. C'est pas facile. Événement à la une tout de suite. Alors, événement à la une. Patrick Diossou, on parle de quoi? Oui, on parle de 9 choses. Ça semble beaucoup. Oui. Bon, allons-y d'abord. Oui. On commence d'abord par une date, un événement, les éphémérides. En Amérique, on va en Amérique avant de redescendre au Bénin. Oh, oui. Oui. Alors en Amérique, ce n'est pas aux États-Unis, mais en Amérique du Sud, en Argentine, 1960. C'est l'année de naissance, le 30 octobre 1960. C'est l'année de naissance de quelqu'un en Argentine, un Argentin, Diego Maradona. Alors, Diego le meilleur footballeur de l'histoire. Hein? Oui. Ah oui, non, le meilleur, je vais dire le meilleur. Hein? Alors, Diego Maradona, Armando, il est né en 1960, le 30 octobre. Et puis bon, il est parti 60 ans après, mais le 25 novembre 2020. Avant de partir, évidemment, vous l'avez déjà dit, il est le meilleur, l'un des meilleurs, l'un des tout meilleurs. 300 buts en sélection, d'accord? Et Maradona a cette particularité qu'il a reçu un surnom extraordinaire. On dit la mano de Dios. La main de Dieu.
Ah oui, on se souvient de cette main qui a permis à cette équipe, n'est-ce pas, de gagner la Coupe du Monde en 1986. D'engranger une victoire restée mémorable. Oui. Hein, franchement, oui, une victoire historique contre l'Angleterre, 1986. Alors, il était assez bien, Maradona, tellement bien que dès son enfance, on l'appelait déjà le gamin d'or, parce que il jouait déjà très fort. Je retrouve le nom en espagnol, c'est il y a la mano de Dios, oui, la main de Dieu. Il y a maintenant El Pire de Oro, le gamin d'or. D'accord. El Pire de Oro, le gamin d'or. Donc Maradona, 1960. Ça, c'est en Amérique et en Amérique du Sud. On descend en Europe. En Europe, en 1910, on remonte un peu plus loin. 1910, c'est le jour de la mort de Henri Dunant. Henri Dunant, c'est qui? C'est le fondateur de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge et tout le reste, tout ce qui a suivi le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Croix-Rouge, c'est dans les pays chrétiens et Croissant-Rouge dans les pays musulmans. Et il a créé la Croix-Rouge à partir d'une bataille à laquelle il a assisté, la bataille de Solferino. Solferino, c'est une commune de l'Italie. Et il a assisté à la bataille, il a vu la violence et puis les soldats blessés qui étaient laissés, abandonnés sur le champ et qui pouvaient mourir sans soin. Et il a pris soin des soldats et d'un camp et de l'autre, sans discrimination de camp. Et il a été aidé par les villageois. Et à partir de là, il a écrit un ouvrage pour montrer qu'il faut nécessairement sauver ceux qui sont blessés. Et c'est à partir de là qu'est née la Croix-Rouge. Il y a eu la signature de la Convention de Genève. Il est un Suisse. Il est un Suisse, Henri Dunant est un Suisse. Donc la Convention de Genève a pris date. Et dès la Convention de Genève, tous ceux qui sont en période de guerre sont protégés quand ils sont blessés et on doit les sauver. Évidemment, cette convention n'est pas respectée dans toutes les guerres. Dans cette convention, il est dit par exemple que les lieux de culte sont préservés. On n'attaque pas un lieu de culte. Parfois, il y a irruption des forces de l'ordre, parfois les terroristes ou je ne sais pas. Les terroristes, il ne faut pas aller dire à Boko Haram de respecter cette convention. Ils entrent même dans les mosquées, que ce soit mosquées ou églises, pour pouvoir tuer tout le monde. Donc voilà, la convention de Genève. Alors il est décédé le 30 octobre 1910. Ça, c'est en Europe. On en vient à l'Afrique. En Afrique, le 30 octobre 1974. 1974, il y a eu un événement grandiose en Afrique qui a désinstallé le ring des États-Unis pour l'installer en Afrique. Ah oui, le célèbre boxeur. Oui, Ali Mohamed. Ali Mohamed. Mohamed Ali et Cassius Clay, qui a rencontré George Foreman. Et c'était un combat terrible. On a dit que c'était prévu. Parce que Mohamed Ali voulait revenir à son titre de champion. Et il avait 32 ans déjà. Il voulait prendre une sorte de revanche. Sur Foreman, qui est un jeune. Il avait 32 ans, Foreman avait 25 ans. Et Foreman avait l'habitude d'assommer dès le premier round. Et il est très fort, donc dès le premier round, il assomme ses adversaires. Un coup KO. Oui, un coup KO. Et l'autre, pendant ce combat-là, ils ont prévu 15 rounds. Mais au 8e round, Mohamed Ali l'a battu. Wow. Comment? Parce qu'il a laissé vraiment s'approcher. Il recevait les coups, mais il laissait l'autre se fatiguer. Mais donc, vous voyez la posture de Patrick, on dirait, on le croirait finalement sur un ring. Oui, mais j'ai vu une partie du spectacle. C'était phénoménal, il faut le dire, franchement. C'est un sport de combat. Oui, non, mais en fait,
ça a été cette histoire, la vie même de Mohamed Ali a été racontée dans un film. Oui, dans un film, c'est le film, bien sûr. Et voilà, donc quand vous suivez le film, vous voyez un peu comment ce combat-là a mobilisé, n'est-ce pas, toutes les attentions, on va dire, mondiales. Hein. Tout le monde tout le monde voulait savoir si Mohamed Ali, 32 ans, pouvait en découdre avec un jeune de 25 ans, parce que c'est pas évident. Ça fait quoi, 7 ans 7 ans d'écart, c'est énorme. C'est énorme. Mais il a pris sa revanche, sur ceux qui pensaient qu'il était déjà fini, en fait. Ouais. Donc c'est un développement personnel. Quand on dit que vous êtes fini, vous n'êtes pas du tout fini. Continuez. Il faut avoir le mindset de Mohamed Ali, voilà. Oui, et finalement, c'est comme je dis souvent, l'âge n'est qu'un chiffre. Hein. L'âge n'est qu'un chiffre. La jeunesse, tout est dans la tête. C'est dans la tête, voilà. Vous voyez des gamins des gamines de 20 ans ou des gamins de 20 ans qui sont tellement vieux dans la tête. Mais vous voyez par contre des femmes ou des hommes de 40, de 50 ans, mais franchement, ils sont vous n'avez, franchement, ils respirent le bonheur, ils sont solaires, la fraîcheur. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Oui, Patrick. Alors, le combat s'est déroulé à Kinshasa, qui est devenue la République du Congo. C'était République démocratique du Congo. Ensuite, République du Congo-Kinshasa, et qui est devenue le Zaïre. Donc, c'est devenu le Zaïre quelques jours avant ce combat. Donc, combat épique. Très bien, à retenir une date clé. On poursuit par Patrick Yossou. On descend au Bénin. Au Bénin, il y a... Oui, enfin, au Bénin, il y a 10 ans, et il y a un de nos aînés qui a fait une réflexion par rapport à un travail fait par une agence qui a fait le tour de la presse béninoise pour voir ce que la presse a face à la fiscalité. On va suivre notre doyen Massim Achille à Rotongi. L'étude sur le régime fiscal de la presse privée béninoise met en lumière les tares de nos organes de presse. Ils évoluent pour la plupart dans l'informel avec une comptabilité peu fiable. Sur 45 organes ayant fait l'objet de cette étude, 13 ont répondu au questionnaire du cabinet d'études, mais n'ont pas pu produire des informations financières requises. Au Bénin, la fiscalité appliquée aux organes de presse n'est pas de nature à permettre leur éclosion. À titre d'exemple, l'impôt minimum des organes de presse est de 200 000 francs dans notre pays, alors qu'en Côte d'Ivoire, les organes de presse sont exonérés de l'impôt minimum forfaitaire. Le cabinet ne préconise pas une exonération, mais plutôt des mesures fiscales spéciales. L'amélioration du régime fiscal des organes de presse n'est pas la panacée. Une presse libre et indépendante est liée aux qualités intellectuelles et morales des hommes et des femmes qui l'animent. Rien n'a changé. Oui. Bon, 10 ans après. 10 ans après. Alors, les journées mondiales, il y a une première journée pour aujourd'hui, 30 octobre. C'est la journée mondiale de la médecine, la journée mondiale de la profession de médecine. Journée mondiale de la profession de médecine pour parler de cette journée où les médecins se disent qu'ils doivent être fiers de leur métier, de leur profession. C'est la profession où on prête serment, le serment d'Hippocrate, de servir et de servir. Servir le patient, donner au patient tous les soins possibles pour que le patient puisse se retrouver en bonne forme, en très bonne forme. C'est ça le serment d'Hippocrate. Et Hippocrate, c'est le premier médecin, c'est en l'an 700 avant Jésus-Christ, qui a permis à tout le monde de savoir que la médecine, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un ensemble de pratiques qui ne peuvent pas être respectées, qui ne peuvent pas être codifiées. Donc, lui, il a fait codifier la médecine. Ça, c'est la première journée mondiale de la profession de médecine. Deuxième journée mondiale aujourd'hui, elle n'est pas totalement mondiale, ce sont des personnes, des associations qui se sont réunies pour déterminer que on peut considérer que c'est une journée mondiale aujourd'hui, journée mondiale de la vie.
une journée où... Une journée mondiale de la vie. Oui, de la vie. Une journée où, cette année, ils ont dit, ces associations ont dit qu'il faut faire attention à tout ce qui peut pousser à la tension. Il faut faire attention à la dépression. D'accord. Et nous avons trouvé un élément de Rebecca Kenyon qui nous parle rapidement de la dépression. Des discussions virtuelles en lieu et place de conversations physiques, des problèmes familiaux exposés sur la toile et même des messages d'adieu publiés sous forme de lettres ouvertes sur les réseaux sociaux. Le dernier en date, celui de Mata Diagne, une biographie aux allures d'un récit funèbre, des révélations sur un acte prémédité et exécuté. Je ne serai plus vivant quand vous lirez ce texte. J'ai décidé de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. Le cas de Mata Diagne n'est qu'un cas isolé au milieu de plusieurs autres. Le dénominateur commun, le plus souvent pointé du doigt, la dépression. Une personne atteinte de dépression ressent les émotions négatives plus intensément et durant plus longtemps que la plupart des gens. Il faut commencer par penser à une fatigue. À une fatigue, j'allais dire, une fatigue inexpliquée et qui résiste. Vous vous sentez fatigué, vous prenez des remontants, vous vous reposez, mais ça ne passe pas. Il y a également des problèmes d'appétit qui peuvent s'installer. Il y a également des problèmes de sommeil qu'on rencontre la plupart du temps chez des personnes déprimées. Bref, l'ordre du système cognitif est touché et la plupart du temps, l'ultime solution pour certains reste le suicide. Dans ce jardin, Z, un nom d'emprunt, accepte de nous raconter son histoire, une dépression qu'elle subit et qui dure depuis plus de 10 ans. Et oui, le suicide a bel et bien fait partie de ses options. La seule fois que j'ai rencontré un spécialiste, c'était la deuxième fois quand j'ai essayé de me suicider, en 2023. En 2023, quand je m'étais réveillée de la salle de réanimation au CNHU, c'est ce jour-là, la seule fois que j'ai rencontré un spécialiste qui a essayé de discuter avec moi un peu par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout. Je dis, c'est une première que je m'ouvre vraiment et je parle de tout ça. Ce type de silence, l'Organisation mondiale de la santé le justifie par ces chiffres. À l'échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. À 50%, elle est plus courante chez la femme. Et plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. En cause, la peur d'être jugé, la peur du regard des proches qui vous diagnostiquent dès les premières heures la folie. Ici au Bénin, au sein de cette start-up, un début de solution est élaboré. 5 jeunes passionnés par le développement web ont créé l'application Filzen. Filzen, c'est une application mobile qui permet à toute personne sentant le besoin de parler, de s'exprimer, de se confier, de pouvoir parler et être écouté. Et surtout en tout anonymat et discrétion. En clair, une fois l'application Filzen téléchargée, l'utilisateur a la possibilité de discuter avec un particulier ou un professionnel de la santé mentale. Quand vous sentez le besoin de vous confier à un spécialiste de la santé mentale, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un psychologue clinicien, un expert en santé mentale, un coach de vie, un coach spirituel et bien d'autres personnes ressources, vous avez la possibilité d'avoir accès à une liste de personnes ressources ayant été validées par nous au préalable. Nous avons effectué toutes les démarches nécessaires pour s'assurer de leur bonne moralité, de leur capacité à pouvoir apporter un plus aux utilisateurs de notre application.
l'anonymat via un système de brouillage sonore. En un an de disponibilité sur le marché, Filzen a déjà répertorié plus de 1000 appels provenant de plusieurs pays, d'Afrique et d'Europe. Un canal disponible dans plus de 10 langues. Ultime but, rapprocher les humains dans un univers non stigmatisant où le virtuel est au service du bien-être. Voilà cet élément sur la dépression, un élément signé Rebecca Kendian-Houndé. Oui. Attention à la dépression. C'est vrai que aujourd'hui, le quotidien n'est pas facile. Hein. On court à la recherche du pain quotidien. Il y a tellement de... Voilà. Pour qu'on soit dépressif au quotidien. Mais les médecins sont là. Pour nous aider. Il faut déjà tout faire pour éviter d'aller au point d'aller voir un médecin. C'est très important. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois, il faut savoir parler autour de soi. Il faut préserver son cœur. Essayer de vivre dans un environnement beaucoup plus détendu. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Il faut se créer son bonheur. Il faut se créer son bonheur. Pour se créer son bonheur, aujourd'hui, je vous invite à 3 spectacles. Le premier spectacle, aujourd'hui, c'est à 18h30. Ce jour même. Ce jour même. 18h30, c'est le Grand Prix littéraire du Bénin. Ce n'est pas un spectacle, mais c'est la grande rencontre pour pouvoir faire la délibération du Grand Prix littéraire du Bénin. Grande rencontre et ça va se dérouler à la salle rouge du Palais des Congrès à 18h30. Vous y êtes invités. On invite tous ceux qui sont sur cette table, tous les journalistes. Donc, à 18h30. Et on va on va remettre un trophée pour les 4 grandes catégories. La première catégorie, le prix Jean Plia, c'est le prix de la fiction littéraire. Le prix Paul Razoumet, c'est le prix qui permet de décerner, c'est le prix pour les essais littéraires. Le prix Jérôme Carlos, c'est le prix pour la critique littéraire. Et le prix de l'éditeur, le 4e prix. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, deuxième rencontre pour ce jour 30 octobre, c'est à 19h. Vous voyez, 18h30, 19h. À 19h, vous irez à l'hôtel Nobilas pour pouvoir suivre le lancement de l'ouvrage. Lequel? Oui, de l'ouvrage de Tata. Parent le plus fou. Être parent, le métier le plus fou. Elle était là la dernière fois. Oui. D'accord. Être parent. Et donc, le rendez-vous, c'est aujourd'hui à quelle heure? À 19h. À 19h, oui, d'accord. Hôtel ceux qui Airport. ne peuvent pas aller au Grand Prix littéraire. Troisième rendez-vous à prendre aujourd'hui. Troisième rendez-vous, 19h30, vous voyez, de 18h30, 19h30. Ce sont les enfants et les pépitards. On a reçu ceux qui sont venus de la Guadeloupe, on les a reçus ici. Donc, les pépitards qui vont être ensemble avec les enfants venus de la Guadeloupe pour Cadence Jumelle. Cadence Jumelle, c'est un spectacle qui va réunir les 2 troupes qui ont travaillé ensemble depuis la semaine dernière. Donc ça va être un spectacle de restitution. C'est Africa Sound City qui va les recevoir à 19h30, 20h. Le spectacle va commencer. Ça, c'est très sûr à 20h. Mais le rendez-vous, c'est 19h30. Chacun va se retrouver là-bas pour déguster ce spectacle où les enfants vont jouer. Des enfants du Bénin et des enfants de la Guadeloupe. D'accord. Allez, ce sont des rendez-vous à prendre. Et c'est aujourd'hui même. Notez-le quelque part. Faites votre choix. Allez soutenir ces initiatives de citoyens béninois. Et donc, à présent, oui. Je précise que ce sont 3 initiatives qui sont promues par l'ADAC. D'accord. L'agence de développement des arts et de la culture. Allez, des initiatives à soutenir absolument si vous êtes, bien entendu, un amoureux de la culture. À présent, elle nous dit ceci, et c'est une invite qu'elle voudrait qu'on imprime dans nos, on va dire dans nos habitudes. Elle nous dit ceci: buvons de l'eau. Tout de suite, on découvre de quoi il s'agit. Heureuse
Rachida Nondé, buvons de l'eau, à gogo. En avez-vous bu ce matin déjà? Moi, franchement, vous savez, c'est ça qui me caractérise. Moi, je bois énormément d'eau. Vous serez en très bonne santé. Avant même de finir cette émission, je finis 1,5 litre d'eau. Hein? Ah bon, ça, on va parler de la quantité à prendre également. On va parler de et j'ai beaucoup de questions à poser ce matin. N'est-ce pas? Moi de même. En tout cas, nous avons le spécialiste sur le plateau, Dr Alfred Akapo, qu'on ne présente plus, l'un des aînés des nutritionnistes au Bénin. Vous êtes nutritionniste diététiste. Merci d'être là, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, doc. Bonjour à toutes. Et à tous, vraiment. Alors, je vais nous inviter à suivre cette capsule de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui nous invite à boire de l'eau et à nous donner un certain nombre d'informations sur la quantité d'eau à boire. Eh bien voilà, Rachida, buvons de l'eau pour une vie plus saine. Et si vous en buvez. Non, je n'en abuse pas. Hein. Non, il faut laisser le docteur me dire si j'en abuse. Ce n'est même pas mon intention. Je voudrais dire, si vous en buvez, je bois beaucoup tel que vous le dites, c'est que, qu'on le veuille ou pas, malgré les petits bobos qui pourraient subvenir, vous avez une vie saine quand même. Amen. Amen. Bon. Alors, docteur, dites-nous, quelle est la place de l'eau dans le bon fonctionnement de notre organisme? L'eau est indispensable à la vie, en ce sens que nous sommes constitués d'eau à plus de 80% déjà. C'est ce qu'on nous dit. À la naissance. D'accord. Et la proportion diminue avec l'âge pour stabiliser vers 60%, 65-70% à l'âge adulte. D'accord. Bon, l'eau est indispensable en ce sens que c'est grâce à l'eau qu'on dilue les toxines, les déchets fabriqués par le corps pour les évacuer par les émonctoires, donc à travers les reins, à travers le tube digestif. Donc, sans eau, on ne pourra pas assurer tout cela. Mais l'eau a une propriété dont on ne parle pas souvent. C'est une propriété anti-inflammatoire. Ah bon? Oui. Donc, l'eau est réellement indispensable. Et si on rentre sur ce point, soyez plus précis, anti-inflammatoire, c'est-à-dire, par exemple, un cas pratique. Un cas pratique, si on a des douleurs au niveau des genoux, de la hanche, si ça relève de l'inflammation prouvée, il faut assurer régulièrement la quantité d'eau appropriée. Et vous allez résoudre aussi votre problème. Mais sans eau suffisante, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. D'accord. Oui. Vous voyez, l'eau aussi est tellement indispensable que, bon, on ne va pas rentrer dans des mots bizarres, compliqués. Sinon, au niveau de la paroi des vaisseaux, ça amène les vaisseaux à se détendre en suscitant la sécrétion de certaines substances qui aident à cela. D'accord. Donc, voilà. ça empêche les vaisseaux d'être bouchés, c'est cela? Oui, ça augmente leur élasticité. D'accord. Pour diminuer le risque à l'hypertension artérielle et autres. Vous savez aussi que l'eau aide à la régulation de notre température. Si ça diminue, le corps commence à pas s'échauffer. Tout comme dans un véhicule où votre radiateur n'a pas suffisamment d'eau, c'est pareil au niveau du corps humain. Ok. Voilà. Et bienvenue la culasse bombée. Mais quand vous dites tout ça, on se demande si il faut boire de l'eau même lorsqu'on n'a pas soif. Oui, c'est juste de s'assurer qu'on a bu un volume approprié jour. Et le volume approprié jour, c'est quoi? Voilà, pour l'adulte, en général, on recommande 1,5 à 2 litres. D'accord. Madame vient de dire tout à l'heure qu'elle prend facilement 1,5 litre. Oui. Mais pas en une journée, je prends plus d'1,5 litre. Oui, je voudrais parler par rapport à l'unité de temps. D'accord. Il ne faut pas inonder le rein. Le rein ne filtre que par 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, d'accord. C'est raisonnable quand même. Voilà. Je pense que évitons de lui donner plus pour ne pas lui créer de problèmes. Je peux vous dire en pratique que lorsque vous en consommez trop, le rein s'exprime par l'augmentation de la créatinine, qui est une substance que nous voyons... dans l'insuffisance rénale. Voilà.
OK, donc il ne faut pas le surcharger par unité de temps. Je dis, hein, je ne refuse pas de prendre 1,5 litre par jour, mais 1,5 par heure, c'est il y a compliqué. des gens qui disent, bon, si je prends une bouteille et demie, si je ne finis pas, je ne dépose pas. Ce n'est pas recommandé. D'accord. Je pense que c'est raisonnable. En fait, vous savez, on n'est pas tous faits de la même matière. Donc, finalement, c'est pas évident de tenir 2 heures d'émission, cher docteur. Donc, par moment, on a besoin de boire un coup pour gagner un peu en souffle et autres. C'est tout. Sinon, je ne fais pas plus de... Non. Je pense 1 litre, c'est bon. Hein. Et même mieux que pour gagner en souffle, vous avez besoin de la salive qui n'est constituée que d'eau. Vous avez donc besoin de l'eau pour mieux tourner la langue. Voilà. Sinon, si ça sèche, les paroles deviennent décadentes. C'est un peu pour ça qu'on boit de l'eau aussi. Je vous appuie. Merci, docteur. Mais il ne faut pas excéder. Voilà. Non, il ne faut pas excéder. Donc, 2 litres par jour, c'est bon. Oui, on est en allemand, ça. Pour les adultes. Pour les adultes, oui. Il y a les conditions physiques, physiologiques que je n'ai pas indiquées là. Une femme qui est enceinte, naturellement, a besoin de boire beaucoup plus d'eau. Parce que rien que le liquide amniotique va augmenter jusqu'à 1 litre d'eau déjà à la 25e semaine, 27, 28e semaine. Dans le ventre de la mère, le bébé n'est constitué que d'eau, 80-90%, le placenta, etc. Elle doit se retrouver à combien, à quelle quantité par jour? Près de 10 kilos, OK, à chaque grossesse. Bon, ça dépend, mais le minimum, 1,52. D'accord, pour elle aussi. Et les enfants? Pour les enfants boivent de l'eau en fonction des besoins. Comme on vient de le dire, si votre poids est constitué de près de 80% d'eau, l'enfant a plus besoin d'eau que nous. Et d'ailleurs, vous avez constaté que par le passé et même jusqu'à maintenant, il faut beaucoup hydrater l'enfant. C'est avec le temps que le volume d'eau nécessaire à son corps diminue. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce que la quantité d'eau à boire également dépend du sexe? On nous dit souvent que les hommes ont plus besoin d'eau que les femmes. Parce qu'ils ont de l'énergie à dépenser, à faire ci et ça. Vous savez, quand on procède à l'analyse du corps humain, la quantité d'eau est fonction de la masse musculaire. Et l'homme, normalement, est supposé et devrait avoir plus de masse musculaire que la femme. Ça ne dépend pas de la masse graisseuse. Des muscles. Donc, un homme qui n'a pas autant de muscles, il n'a pas besoin d'en prendre plus que la femme. Ça dépend du type de la femme. Il y a des femmes voilà qui aussi, sont sérieusement musclées aussi. Les femmes qui ont fait de l'aérobique. Donc effectivement. Est-ce que vous voyez, ou bien qui travaillent au niveau de la paysannerie, mais qui ont une bonne masse musculaire, mieux que nos femmes agricoles. Les hommes. Mais là maintenant, on sait ce qu'il faut. Comment doit-on faire, quelle quantité boire. Quand tout ça n'est pas respecté, quels sont les signes qui nous prouvent que notre corps manque d'eau? OK. Là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la déshydratation du corps. OK? Au niveau du cerveau, il y aura comme une diminution de la vigilance, un peu de confusion mentale. Au niveau du rein, il y aura la concrétion, c'est-à-dire l'agglutination des déchets en de petits cristaux. Ça va s'appeler calculs urinaires. Ce sont les infections parce qu'il y a moins d'eau pour sortir les déchets, et plus précisément les bactéries. Au niveau de l'intestin, il y aura une diminution de la progression du déchet, donc la constipation. Et vous pouvez avoir une peau beaucoup plus sèche qu'il n'en fallait. D'accord. Tout cela pourrait évoluer avec des cas de confusion mentale et autres. C'est ce qui arrive souvent quand le bébé fait la diarrhée. Très facilement, on va dire que c'est-à-dire il est en convulsion et puis bon, vous allez voir que les médecins courent souvent pour mettre la perfusion. Les bébés, tout comme les personnes âgées, ont presque le même problème. Donc, une personne âgée qui fait aussi de la diarrhée, il ne faut pas traîner pour dire, bon, ça ne fait pas encore. Je peux vous donner un exemple.
Monsieur X, un grand cadre du pays, ministère, enseignement supérieur en son temps, qui est rentré tard parce que c'est le travail, il mange à minuit et vers 1h du matin, il a commencé la diarrhée. Allons à l'hôpital. Monsieur dit non, on va attendre. 5h du matin, 6h, on l'amène à l'hôpital. C'est à 5h et quelques. J'étais encore interne. Quand on nous l'a amené, tension 0. Wow. Vous voyez, le réveil, c'est à la morgue. Oh, Seigneur Dieu. 3 jours après, les premières urines, c'est rien que du sang. Ça veut dire que le rein est déjà bousillé. C'est pour dire que si le taux, la quantité d'eau dans le corps chute de façon drastique, en un temps record, vous êtes exposé à ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle qui devient une insuffisance rénale organique. Bon, et c'est la mort. Pour nous-mêmes physiquement, vous avez dit, pour savoir que là, le corps réclame de l'eau, c'est déjà de constater que la peau, ça sèche. Les maux de tête. Les maux de tête, déjà, ça peut être également lié à un manque d'eau. Oui, la soif peut s'exprimer d'elle-même, mais faut-il attendre? Rien qu'en prenant de l'eau, déjà vous diluez la quantité de stress que vous avez. Ah bon? Ça demande au corps de se réadapter, oui. Est-ce que vous voyez? Donc, rien que prendre de l'eau, ça nous arrange. Franchement, sans vouloir aller au grignotage pour dire je veux régler mon problème de stress. Ça détend prenons en fait. un peu de l'eau. Oui, et alors quels sont ce que je voulais demander, est-ce que, bon, bientôt nous on va prendre du café ici, est-ce que le café remplace l'eau? Voilà. Le café contient de l'eau, mais le café vient en tant que café. Et le café, avec ses effets sur tout ce qui est cardiovasculaire, nous le connaissons. On peut en consommer de trop, ce n'est pas bien, on le sait déjà. Donc, ça ne remplace pas l'eau. Ça peut aider à augmenter la consommation de son eau, mais ça peut vous mettre dans un autre état d'excitation, de nervosité. Ça dépend de la réaction de votre corps. De même le thé. Le thé vient avec son tanin. Et le tanin est une substance qui diminue l'absorption du fer. Donc, on ne va pas se mettre à consommer du thé, de parler et dire qu'on a bu l'eau. Oui, qu'on a bu de l'eau. Oui, qu'on va pas faire et une anémie. il faut s'attendre à une diminution du taux d'hémoglobine. D'accord. Mais donc, qu'en est-il des jus? C'est pour dire qu'en réalité, l'eau reste l'eau. Le thé ou le café ne remplace pas l'eau. Pas du tout. Rien ne remplace l'eau. Même pas les jus, les sodas, rien? Non, les jus viennent avec une substance. Et la bière. Ah, la bière avec plusieurs substances. L'alcool et le sodium. Je comprends. Deux combinaisons qui ne font qu'augmenter les chiffres de tension artérielle. On va en faire une autre thématique. Je comprends maintenant quand les enfants réclament de l'eau et vous avez des jus à côté pensant leur faire plaisir. Ils disent non, j'ai besoin de l'eau, pas de jus. Voilà. Ça se comprend. Alors, quelles sont les meilleures habitudes? Comment on doit procéder pour adopter un bon style de vie en matière de... Il faut boire de l'eau. C'est de programmer ça, de se dire, se dire que est-ce que j'ai des abus d'aujourd'hui ou non. Ok. Madame a dit peut-être le matin pour elle, mais avant de manger ou bien après le manger quand même, il faut boire de l'eau. C'est de se dire est-ce que j'ai pu consommer environ 1,5 litre à 1 litre parce que je suis adulte en matière d'eau. Rappelons que tout ce que nous consommons apporte aussi de l'eau. Et mieux quand l'alimentation est équilibrée. Lorsque c'est déséquilibré, ça n'assure pas la quantité d'eau qu'il faut pour le corps. Alors, quand on fait 2 jours sans boire de l'eau, et qu'on prend par exemple des sodas, j'ai entendu, je ne trahis aucun secret, Estelle me l'a dit hier, qu'avant, elle pouvait faire 2 à 3 jours sans boire de l'eau. C'est dangereux, très dangereux ou pas? Non, pas très dangereux. Le corps, vous savez, Dieu nous a créés avec une capacité inouïe de résilience. D'accord. Vous voyez, si je prends le rein maintenant, il faut qu'un 1/8 du rein de ce que vous avez comme bagage, comme stock. C'est pour ça que vous faites des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas continuer indéfiniment ça. De temps à autre, il faut lâcher et puis aller dans l'eau. Merci. Il paraît que... juste une question.
quand on finit de manger, que c'est pas bon de boire aussitôt de l'eau? Quand on finit de manger, c'est pas bon de boire de l'eau. Aussitôt, il faut attendre un peu. Quelques minutes. Et certains diront le contraire. 10-15 minutes avant de boire un verre d'eau. Mais moi, si je ne bois pas de l'eau après avoir mangé, je m'étouffe. Certains demandent même de boire l'eau avant de manger. Oui, parce que si on rentre dans la physiologie, on va dire qu'on a dilué un peu les sucres digestifs et que ça ne va pas permettre à la digestion d'être aussi performante qu'il le fallait. Mais globalement, c'est que ça diminue effectivement le métabolisme de votre organisme parce que tout est un peu éparpillé. Il va falloir plus de concentration pour aller de l'avant. Mais finir de manger, boire de l'eau, je ne trouve pas franchement d'inconvénient à cela. D'accord. Et quand on finit de manger, on boit de la bière. Ouais. Il y a beaucoup qui le font, hein? Et on prend de la bière. Parfois bien frappé. Sauf si l'eau est trop glacée, sinon glacée, donc je m'en vais attaquer la bière comme ça. D'accord. Ouais, quand c'est glacé, ça retarde la digestion. Vous savez, le corps se donne le droit de ramener tout ce que vous mangez à sa température initiale avant de commencer son boulot. D'accord. Donc, si vous retardez ça, ça va vous permettre d'avoir un peu de bédaine et puis un peu de ventre. Puis ça séjourne un peu plus longtemps qu'il n'en fallait. D'accord. Merci, docteur. Très rapidement. Donc, ça veut dire que l'eau glacée ou les glaçons et autres, là, c'est pas conseillé, c'est à éviter. Bon, dans les circonstances, sinon, c'est vrai que ça nous rend heureux. D'accord. Mais dans certaines circonstances... Vraiment, ça fait un tel effet. Vraiment. Dans certaines circonstances, pour ne pas dire de façon régulière, si on n'a pas de conditions qui nous obligent à être toujours dans la grâce, on peut s'en passer. Il faut éviter. Et l'eau du robinet et l'eau minérale, que choisir? Bon, l'eau du robinet est l'eau qui est le plus disponible à tous. Donc, l'eau du robinet. L'eau minérale peut être conseillée par le médecin. L'eau minérale peut être conseillée par le médecin, donc on ne se lève pas pour aller prendre son eau minérale et boire. Oui, mais si on en a les moyens, on peut préférer ça, docteur? Non, si on prend que l'eau minérale, si réellement elle est minérale, ça veut dire qu'il y a une surconsommation en minéraux, quelque part. Je ne sais pas. Si elle est minérale réellement, c'est que les personnes s'exposent à une surconsommation de minéraux. Et là, tous les minéraux ne s'accèdent pas en surconsommation. Ça, c'est sérieux. Raison pour laquelle certains disent c'est fou. Parce que moi j'ai vu des amis ça fait un effet de mode de façon. Non, mais moi je ne prends pas l'eau de robinet. Moi je prends l'eau. C'est bizarre, c'est pas une. Les gens pensent que c'est. Moi j'ai échangé avec Ernest Baguidi, qualiticien, qui disait que l'eau du robinet, en tout cas notre eau du robinet, est la meilleure, que des bateaux accostent même ici pour en acheter. Pendant ce temps, que nous devons en fait nettoyer nos canalisations. D'accord. Que le pour problème être sûr d'avoir que le problème est à ce niveau. Exactement. Que sinon c'est meilleur. Bon, docteur. Merci beaucoup. Et il y a aussi cette idée reçue selon laquelle un homme, quand il a un appétit sexuel assez vorace, doit boire beaucoup d'eau. C'est vrai ou pas? Pour atténuer ça. Oui. Est-ce que c'est pas le contraire? D'accord. Donc, quand on boit beaucoup d'eau, ça suscite la libido, c'est cela? Je crois bien. Ça a nécessité qu'on me tire le verre. Donc, ça fait sérieux, là. Non, sérieusement, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça. Moi, je suis dedans. Ah bon? C'est-à-dire, soyez clair, docteur. Je voudrais dire que augmenter, consommer régulièrement de l'eau aide à la libido. D'accord, voilà. D'accord, ça, on a une bonne l'érection. D'accord. Ça maintient l'érection en plus. Oui. Donc, les hommes ont bien entendu, j'espère. Allez, messieurs, vous entendez? Buvez beaucoup d'eau. Aphrodisiaque, finalement. Vous êtes... c'est à portée de main. Oui, naturel en plus. Ça ne coûte pas grand-chose. Merci, docteur, pour ces conseils très utiles. Heureuse, ce sera tout pour cette chronique. On a tellement de choses à dire, le docteur même le sait. Très heureux. Franchement, je vois Ghislaine regarder son téléphone. Oui, le temps, il passe très vite. Sa rubrique là est... On passe à présent à une autre rubrique, le Bénin qui bouge, le Bénin qui est en mouvement, le Bénin de nos cœurs.
Alors, quand le génie béninois innove entre sculpture et peinture, c'est le thème de la chronique de Ghislaine Adimi ce matin. Ghislaine. Oui, Rach, on a tellement parlé que là, maintenant, j'ai envie de vous faire sortir. Tu as besoin d'un peu d'eau? Non, pour l'instant, on va sortir de ce studio. Oui. On ira se promener un peu. Oui, une petite balade que vous n'avez sûrement pas l'habitude de faire. Et c'est Général Afouda Moussia Boka qui nous guide à travers une galerie d'art. On y va tout de suite. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlerons de mieux que le maître des lieux pour nous faire découvrir ce magnifique cadre. Son nom, c'est Sébastien Boucor. Il sera avec nous tout au long de cette rubrique. Il est juste à côté de moi. Sébastien Boucor, bonjour et bienvenue dans cette rubrique. Bonjour, bonne arrivée. Très heureuse de découvrir ce magnifique cadre et merci de nous accorder un peu de votre temps. C'est un plaisir. Je vous suis. Alors, ici, on commence par, on dirait des têtes. Yes, oui. C'est une série que j'appelle Transcendance. Transcendance parce que on a tendance à détester nos parents, on a tendance à leur reprocher beaucoup de choses. Oui. Quand on est généralement assez jeune, on apporte des jugements comme il aurait dû faire des choses comme ceci, comme cela, mais quand on passe cette étape-là et que finalement on a des enfants, on comprend certaines choses. On comprend certaines choses, il y a une prise de conscience, il y a moins de jugement, on essaie juste de faire mieux comme on peut, de faire de son mieux. Et cette pièce parle de ça. Cette tendance, cette manière de voir les choses, c'est comparé aussi à l'évolution du monde. La naissance d'un être humain, on le porte dans le ventre, il naît, il apprend à s'asseoir, il apprend à marcher à 4 pattes, il apprend après à marcher à 2 pattes, à courir, à faire des expériences, à grandir, à comprendre des choses et à vieillir et peut-être. Donc, je pense que c'est également ce qui se passe dans l'évolution du monde lui-même. Le monde va apprendre à naître, à grandir et à chacune de ces étapes-là, c'est comme si on mettait une nouvelle tête sur l'ancienne tête. C'est comme si ce qu'on comprenait avant, on le comprend, on l'aborde différemment. Voilà, donc cette série parle de ça. Ça parle de ce changement de ce monde qui passe par tout être humain. C'est en bois? C'est en bois, c'est en un bloc de bois. Et après, vous allez voir les scarifications que j'ai mis dessus. C'est une représentation d'une vue géographique de Cotonou que j'ai dessiné dessus. Et après, vous allez voir beaucoup d'autres choses. C'est quelque chose qui est... Les gravures sont inspirées de la scarification qu'on peut retrouver, qui est entre-temps la carte d'identité des communautés. Alors, on va continuer. Oui. Là, je pense que vous nous emmenez dans un endroit un peu particulier. Oui, ici, c'est en même temps partie intégrante de la galerie. D'accord. Mais c'est tout aussi l'endroit où on met des œuvres qui sont un peu plus anciennes. On a cette série de sculptures que j'ai arrêté de faire il y a quelques années, mais qui est assez fin. Assez fin parce que ça parle des âmes, ça parle de l'aboutissement des âmes, ça parle du fait que ça d'abord j'appelle ça rencontre des âmes. D'accord. Parce que c'est un truc qu'on ne voit pas, qui flotte dans l'être humain et qui, par des réalisations, par des actions, peut se manifester. Et je pense que le hasard peut-être n'existe pas, c'est comme si les choses sont prévues en quelque sorte. Faire des sculptures assez fines comme ça, assez finies, c'est pour parler d'un aboutissement personnel, en quelque sorte. Ouais.
En fait, ici, nous sommes un peu dans le sanctuaire, c'est ça, on va dire? Oui, je vais dire, parce qu'en même temps, il y a des œuvres. En même temps, c'est ici que toutes sortes de maquettes, quand on a des idées et qu'on veut faire des essais, moi et mon épouse, on vient ici, on se pose, on prend l'argile et puis on donne des formes pour voir à quoi ça va ressembler à la fin. Voilà, on stocke aussi des œuvres qui sont abouties et qui ont passé des âges ou qu'on ne veut pas montrer tout de suite. Alors, là, on va continuer, on va encore monter, c'est ça? Hein? Oui, la partie où on peut trouver plus la peinture. Alors, ici, des peintures. Là, maintenant, on parle peinture. Oui, c'est de la peinture qui parle de Nuhiha, le comptage en Fongbe. Le comptage en Fongbe, c'est assez poétique, c'est assez imaginaire. C'est des parties du corps humain qui peuvent désigner des chiffres et des nombres. Il y a des éléments aussi, il y a aussi des objets qui désignent les nombres. Et toute une autre réalité qui permet à ce que le nom des chiffres ou des lettres existe. Par exemple, en comptant en fond, quand on arrive à 15, on dit afo, attends. Ça fait 3 pieds. 3 pieds parce qu'il y a 5 orteils sur chaque pied. Fois 3, ça fait 15. Et quand on arrive à 16, on dit afoaton. Nukundokbo, ça fait 3 pieds plus un œil. 3 pieds qui fait déjà 15 plus un œil qui fait 16. Donc afoaton nukunwe 17, ainsi de suite. Et quand on arrive à 20, on dit ko. Ko, c'est l'argile. C'est la terre. Donc la terre plus un œil, ça fait 21. Et quand on arrive à 30, c'est gban. Et gban, dans ma langue, ça signifie la corde qu'on utilise pour monter sur le palmier. Très beau travail, parce que là, moi-même, je découvre. Alors, ce tableau-ci, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça, c'est ko. C'est Aïkingban. C'est ko, c'est la terre, c'est l'argile, c'est... Voilà. C'est ko, c'est 20. C'est 20? Ouais. Tout simplement? C'est 20, tout simplement. Alors, on va évoluer? Et donc, cette pièce-là, c'est tout au début quand j'ai eu l'idée de travailler sur le comptage enfant. C'est en quelque sorte la première inspiration sur 3D, sur sculpture que j'ai eue. Donc ici, vous allez voir ces 3 pieds, ça fait 15 et ça représente l'œil. Voilà, je voulais représenter 16 à travers cette sculpture. Et sur ça, vous allez voir qu'il y a des gravures, des circuits numériques. Je pense que voilà, l'évolution des choses, chaque culture dans le monde entier, au début, se sont débrouillés pour trouver des liens, pour trouver des chiffres et des nombres. Et aujourd'hui, ça a évolué au point où on a le numérique. Alors, Monsieur Boko, là, on descend tout doucement vers la fin de cette rubrique. Mais d'abord, on va découvrir votre dernière œuvre. D'accord? Ici, c'est un tableau de belles couleurs. Et je parie qu'il y a aussi un très beau message qui est caché derrière. Comme vous voyez, c'est 3 pieds plus 2 yeux. Ça fait 17. Ça fait afoaton, nukunwe. Ça fait 17. Et voilà, la différence entre le comptage simple et le comptage de la monnaie, de l'argent, c'est que quand il s'agit de monnaie, la prononciation change, l'appellation change. On dit plus 25 dollars, pon, tchaki, livi ou jusqu'à l'infini. Donc ici, il y a regarde son pied qui fait 375 points photons. C'est généralement pour les femmes qui se dépigmentent à l'époque. Donc il y a des petits messages comme ça parfois que je grave dans la peinture également. Donc là, vous allez voir, j'ai écrit Afafa. Et vous savez tous le groupe de musique Afafa avec Dayon Videgla et Acido que j'appréciais beaucoup.
Et il y a l'un des membres du groupe qui a chanté une chanson récemment qui dit, on lui a dit que Adjaka Fincha Kiropo avec Biedjene. Donc vous allez voir, et il disait qu'il accepte que le rat soit capable de voler les 1000 francs en billets, mais que les 400 francs qu'il n'accepte pas, qu'il doit retrouver les 400. Et dans ce tableau, j'ai gravé le Adjaka qui volait les 1000 francs avec les monnaies tout autour. Donc, parfois, il y a de ces choses qu'on dit qui sont des histoires réelles, des histoires de notre société. Donc, en gros, ce tableau représente 17 et des petites histoires autour du 17 et voilà. Voilà, Sébastien Bokor, c'était une très belle aventure. Merci à vous pour le temps. Merci d'avoir accepté d'ouvrir les portes de cette magnifique demeure. C'est un art. Merci, à très bientôt. Voilà, chers téléspectateurs, ce sera tout pour le numéro d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, on se retrouve très, très prochainement, toujours avec le même plaisir, pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Oui, on a des raisons d'être fiers de ce Bénin. Le Bénin, on va dire, terre de créativité et d'innovation où la sculpture et la peinture se rencontrent pour donner vie à des œuvres d'art uniques. Ghislaine. Et je disais tantôt à Heureuse qu'on a parlé de dépression. Ceux qui se sentent un peu dépressifs n'ont qu'à juste se retrouver dans ce milieu-là. Vous allez constater, on a tendance à penser que c'est ennuyeux, mais quand on écoute, on y trouve des intérêts. Oui. Parce qu'il y a des histoires derrière chaque image. Donc, il ne faut pas aller se retrouver dans un milieu d'art et regarder juste l'objet qui est là, mais demander à comprendre. Poser des questions. Il y a toute une histoire. Voilà. Qui a déjà visité une galerie d'art ici, Ghislaine? Moi, je l'ai fait. Mais en tournage. Jamais en famille, non? Non. Moi, je l'ai fait. J'ai amené aussi les enfants à visiter parce que, je ne sais pas, j'ai appris à me sentir vraiment à l'aise dans des milieux comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que mon feu père fut animateur dans un musée. Mais j'ai toujours été aussi curieuse de voir cet esprit de ces artistes peintres qui font de la sculpture. Ils sont comme dans un autre monde. Ils sont connectés à des... On a tendance à les prendre pour des fous, mais au fond, quand on t'explique un tableau et que tu regardes, tu te retrouves ou que tu retrouves une histoire qui est vraie. Mais c'est ça, là, comme l'histoire de la documentation. C'est du domaine de l'imagination, de la créativité. Et Patrick Diossou, bon, je ne te pose pas la question, bien sûr que oui, n'est-ce pas? Et Marvin, et toi? C'est son monde. Tu as déjà visité une galerie d'art ou pas? J'ai participé à un vernissage. Oui, d'accord. Plusieurs fois. Et tu as aimé? Oui, c'est bien. C'est apaisant comme milieu, n'est-ce pas? On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Oui. Surtout les histoires derrière. C'est tout sauf ennuyeux. On a tendance à croire que c'est ennuyeux, mais... J'ai bien envie de chanter, mais bon... Et puis l'histoire de Paul Photon. Vous ne reconnaissez pas, vous avez compris tout à l'heure. Oui, mais moi j'appelle ça les pieds Coca-Cola. Oui, c'est comme ça. Mais c'est un langage codé. On te dit Paul Photon. Si tu connais un peu le côté, tu sauras que c'est la personne là dont on te parle avec. C'est dépigmenté. Parce qu'il y avait un tube là. Pour éviter que la personne comprenne point photon, on dit 375 simplement. Parce que quoi? Alors, donc, mais ça, par contre, je ne savais pas. Donc, finalement, désormais, si je vois une dame je dis bizarre, non, là, ici, elle va être... Tout le monde connaît déjà le terme. Si je dis ça, c'est pas... Ce n'est plus en code, quoi. Non, point photon, elle va bien comprendre. Mais 375... Il faut d'abord traduire. Elle va prendre un peu de temps avant de comprendre. Mais c'est fou. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi doit-on se dépigmenter? C'est une question qui m'a souvent hantée parce que franchement, voilà, on est beau, on est belle naturellement. Avec votre teint de belle, mais franchement, moi j'adore mon teint. Il n'est pas question que
Comme je le croque au profit d'une peau légèrement claire comme Ghislaine ou totalement claire comme Karama Tabataou. J'aime ma peau noire d'ébène. Parce que tout ce qui a comme problème de santé derrière, c'est compliqué. Et comme j'aime bien le dire, je suis Rache bio. N'est-ce pas? Ah oui, elle est bio. Non seulement elle est bio, maman, mais elle est bio. Rache bio, voilà. Allez, éducation aux médias présents avec Marvin. Les cicatrices numériques Internet n'oublient jamais. Marvin, c'est le thème de la rubrique du jour. Oui, c'est le thème. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Alors, Internet a une mémoire d'éléphant. Comme on l'avait dit à 9 fois, chaque photo publiée, chaque post, chaque mot posté, même si on supprime, en fait, il y a près de 9000 autres copies dans le monde. Ah oui. Donc, une suppression ne garantit pas une suppression définitive. Alors, ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire attention à nos publications d'aujourd'hui. D'accord. Selon une étude de Pew Research Center en 2023, près de 70% des recruteurs consultent les réseaux sociaux avant d'embaucher. Et un tweet maladroit, une blague mal placée, une photo inappropriée peuvent suffire à briser une opportunité. Parce que beaucoup de personnes maintenant, quand on va sur Google, on peut taper c'est qui, Marvin Promise Ainandou, on aura à peu près toutes les informations sur moi. Et si j'ai l'habitude de poster des trucs, parce que quand on fait la recherche, nos réseaux sociaux s'affichent, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Ça permet à toute personne, même si elle ne nous connaît pas, d'avoir une image première en fait de nous. Tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents. Voilà. Donc ensuite, sur Internet, rien ne disparaît vraiment, tout se transforme en capture d'écran. Les plateformes suppriment, mais les utilisateurs enregistrent et partagent et archivent. Il y a des personnes qui font des posts, qui font la viralité sur un sujet donné, et après elles suppriment le post en pensant que c'est fini. Mais il y a peut-être près de 1000 partages déjà. Et des captures d'écran qui excèdent déjà le nombre. Exactement. Surtout maintenant qu'on a sur WhatsApp la possibilité d'avoir notre propre numéro. Quand des vidéos bizarres sont envoyées par erreur dans des groupes systématiquement, certains sont là pour transférer ça dans leur Ah ben tiens, bah oui. Vous pouvez supprimer, mais eux, ils l'ont déjà. Mais je vous raconte une anecdote, ça m'est arrivé. Hey, quel genre de vidéo un après-midi, à l'occasion d'un délire, on va dire familial, dans un forum familial, on a décidé de faire de petites vidéos entre sœurs sur cette chanson. J'ai un peu oublié le refrain. Alors, on le fait, chacun le fait et puis le poste, le met sur le forum. Voilà, c'était le challenge Santa Nana. Ah, ok. Ah ouais, c'est une Santa Nana. Ah oui, donc il fallait, c'était franchement un délit familial. Il fallait se mettre en petite culotte avec un petit déhanchement et tout. C'était juste, voilà, pour passer un moment assez fun en famille. Mais est-ce que vous savez que, comme Pam et Gad, ma vidéo est allée sur TikTok? Mais c'est sérieux. 30 secondes après, je reçois un appel de Saint-Tiche qui me dit « Ah mais tiens Rachida, tu viens de poster une vidéo. » Je dis « C'est pas vrai !» Mais c'est sérieux. C'est ça. Mais je suis allée tout de suite. J'ai supprimé ma vidéo, mais elle avait déjà été capturée. Oui, c'est clair. Mais je dis, mais attends, c'est pas possible. En fait, il faut faire très attention. C'était juste un délit familial entre sœurs. Voilà, on se viral. Mais j'ai pas compris voilà, comment c'est. Heureusement que j'étais pas. Franchement, non, j'étais. Bon, ça passe quoi. Ce sera du buzz, hein, vous serez mieux connu, même si ce sera du buzz. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. C'est vrai que le bad buzz, ça donne de la visibilité. La notoriété. Oui. On avait commencé à demander des autographes. Trop bien. T'inquiète. Allez, oui, on continue. Le bad buzz, ça donne de la notoriété, mais vers les personnes qui sont plus orientées dans ce domaine-là, pas vers la crédibilité. C'est ça. Du coup, il y a des personnes qui se demandent comment il faut faire pour se protéger contre ces cicatrices numériques. Il y a, de façon stratégique et lucide, fait un audit régulier de ces réseaux sociaux, de taper son nom sur Google et voir ce qu'il en ressort, pour voir à peu près si, à chaque fois, ton image est respectée. Parce que aussi, si tu ne fais pas des communications dans le bon sens, il y a beaucoup de personnes qui parlent de toi dans un mauvais sens. Tout ça entre en fait dans ton
branding sur Google. Ensuite, il faut nettoyer une image numérique, il faut supprimer, modifier, désindexer les contenus gênants. D'accord. Et il faut construire une belle réputation, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut créer un bon profil, poster des photos saines et montrer en fait que voilà, on est dans tel domaine sans pour autant mentir sur ce qu'on fait. Si on dit la meilleure défense, c'est la cohérence. Voilà. Donc il faut être cohérent. La mémoire numérique est un outil à double tranchant. Le web ne conserve pas que nos erreurs, il cadre aussi la preuve de nos efforts, de nos projets, de nos progrès. Quand tu bâtis ton histoire en fait sur le web, ça te permet de crédibiliser ton histoire après quand il y a des petits bad buzz. Parce que tu as montré en fait que tu as été quelque part pour un instant T. Donc quand des personnes viennent... Un peu comme Eva Srer, vous l'avez dit. Voilà, un peu comme Eva Srer, ça montre que oui, tu n'as pas réussi du jour au lendemain, tu as construit une image de toi. Donc c'est tout. On dit que quand l'homme marche, il laisse des traces. Et il y a par moment, il y a des plateformes qui nous renvoient même nos photos, souvenirs. Facebook aussi le fait très souvent. Franchement, faisons attention. Moi, je vais peut-être ajouter. Rapidement. C'est également ce que les autres partagent de vous. Souvent, lorsque vous êtes... Parce que moi, je n'aime franchement pas qu'on me capture. Franchement, les photos prises par d'autres personnes, ou bien tu apparais dans des vidéos, franchement, on ne sait pas à quelle fin. Et quand on fait une recherche sur vous, sur Google, c'est pas forcément ce que vous publiez uniquement qui apparaît. Bien sûr. Tout ce dans quoi vous apparaissez. C'est exact. Et là, franchement, il faut faire attention à son image. Je pense que c'est déjà une habitude à soi-même de savoir déjà dans quoi apparaître. Déjà que publier l'image de quelqu'un sans autorisation, c'est déjà un délit. Parce qu'il faut avoir l'autorisation d'une personne pour pouvoir utiliser son image. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, peuvent être interpellées après si le contexte dans lequel votre image a été utilisée ne correspond pas à ce que vous faites de base. Alors, retenez-le, Internet a une mémoire d'éléphant, c'est pas moi qui l'ai dit ce matin, c'est Marvin qui l'a dit, des tweets anciens, des photos embarrassantes, tout cela pourrait revenir et vous causer du tort. On va aller à la revue de presse, n'est-ce pas? Ulvaïs Balogo va nous rejoindre dans un moment. On y va, en fait, les journaux. La une des journaux ce matin avec Ulvaïus. Bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors l'actualité ce matin, ce sont les décisions du Conseil des ministres, en l'occurrence l'actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. En effet, Rachidat, l'État béninois vient de franchir un cap dans son engagement en faveur de la santé universelle. Alors que l'assurance maladie est obligatoire pour toutes les personnes vivant au Bénin, le Conseil des ministres a adopté le décret fixant les modalités d'implémentation de cette assurance. Assurance maladie obligatoire, le Bénin actualise son dispositif, écrit en manchette le matinal. Selon le quotidien, après une phase pilote centrée sur les pauvres extrêmes, le gouvernement a jugé nécessaire de procéder à certains réajustements. Il a été décidé donc d'intégrer de nouvelles catégories de bénéficiaires, dont entre autres les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l'enfant, les personnes en situation de mendicité ainsi que les malades mentaux. L'événement du jour parlant de cette généralisation titre de nouveaux bénéficiaires à la charge de l'État. Cette actualisation va permettre d'ajouter au panier de soins de base certaines affections courantes ainsi que des prestations induites par les pathologies déjà prises en charge. Une initiative qui vient ainsi renforcer la politique sociale et de solidarité nationale engagée par le gouvernement. Et au quotidien du service public La Nation d'évoquer les dernières diligences avant la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Le quotidien explique que l'actualisation des textes vise à enrichir le panier des soins de base et à définir les sanctions pour non-respect des prescriptions, marquant ainsi la volonté des autorités d'assurer, on va dire, une application rigoureuse et équitable de la loi. Autre actualité dans les journaux ce matin, c'est l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2025 du Parlement béninois. Fraternité parle des grands enjeux de la session budgétaire qui s'ouvre demain, vendredi.
Selon le journal, une vingtaine de dossiers sont annoncés pour cette session. Il s'agit, entre autres, bien entendu, du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin, de la proposition de loi modificative de la loi portant code du numérique et bien entendu du projet de loi des finances gestion 2026. Cette deuxième session ordinaire est la toute dernière de l'Assemblée nationale 9e législature parce que justement les membres de l'institution seront renouvelés à l'issue des prochaines élections législatives du 11 janvier 2026. Bénin intelligent relève alors que ce sont les grandes réformes de la 9e législature qui sont ainsi attendues. Une session qui va connaître pour sa cérémonie d'ouverture la présence d'une forte délégation de parlementaires sénégalais conduite par El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci Blaise, merci. Merci Ylvaïs Balogo. On suivra cette actualité de très près puisque demain déjà l'ORTB va assurer la retransmission. Bénin TV va assurer la retransmission en direct de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025, la session dite budgétaire, et toutes nos équipes se mobilisent déjà, n'est-ce pas, Ylvaïs Balogo? Comme on en a déjà l'habitude, à chaque fois qu'il y a ouverture de session, toute l'équipe est mobilisée et ce sera du direct sur nos antennes. Merci Ylvaïs Balogo, vous êtes sur Bénin TV et précisément sur Bonjour le Bénin. Ouais. C'est déjà fini, c'est en boucle, non? Malheureusement. Vous voulez qu'on poursuive? Nous fasse un peu de démo là. Oui, sa fameuse démo qui est sortie sur TikTok là. Ah non. Ah oui. Non, arrêtez ça. Merci à vous, franchement. Le dérangement est terrible. Ah oui. J'aurais bien voulu tomber sur cette vidéo. Il n'y a rien à voir, faut passer ton chemin. Non, mais ce sera gardé pour les archives. Merci à vous de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Allez retrouver mon cher Alain Sochouma demain pour notre numéro de Bonjour le Bénin qui prend dès à présent congé de vous. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous et surtout souriez à la vie et elle vous sourira en retour. Et buvez beaucoup d'eau. On doit finir vraiment par